le 50 tours Can-Am du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. C'est la demi-finale CXE du côté des voitures, Antoine. Et donc, il y a d'excellents pilotes que l'on retrouve du côté des voitures dans la série CXE. Oui, tout à fait. Oliver Solberg qui partait en pole parce qu'il avait, c'est lui qui avait terminé premier à l'issue des manches qualificatives. Jean-Sébastien Besnard se trouvait être troisième après les manches qualificatives, donc il se trouvait être deuxième sur la grille de départ. Celui qui était deuxième dans les temps, Maxime Lausier, sera en pole sur la grille de départ de la deuxième manche qualificative. Donc, Jeff Kirouac qui est toujours en tête. Il semble que le jeune Solberg ait un problème. Il ralentit, vient d'être passé par Jean-Sébastien Besnard. Définitivement, problème technique malheureusement pour le jeune Solberg sur la voiture Test Racing. Il faut dire qu'on a divisé les voitures en deux séries, en deux vagues, parce que depuis le début de ce premier week-end du Grand Prix de Trois-Rivières, on a eu des essais libres, on a eu des manches qualificatives. Oui, tout à fait. Donc, les manches qualificatives ont servi à déterminer là, les positions de départ pour les semi-finales, les deux manches de semi-finales qu'on voit actuellement. Puis les trois premiers de chacune de ces demi-finales-là se retrouveront en finale. Donc présentement, là, Jeff Kirouac est en tête avec Jean-Sébastien Besnard qui le suit de près. Oui, puis là, ce qui est dommage dans cette première demi-finale, Antoine, Oliver Solberg, qui connaît des ennuis mécaniques, est probablement pas le moment choisi pour connaître ces ennuis mécaniques-là, parce que c'est un jeune homme de 15 ans. Et ce qu'on a vu depuis la fin de semaine, c'est que ce Solberg-là, même à l'âge de 15 ans, nous a démontré un talent exceptionnel. Oui, il a été incroyable tout au long du week-end. Puis un pilote avec un talent énorme, fils de Peter Solberg. Il a épaté la galerie, je pense, tout le week-end. Là, malheureusement pour lui, là, c'est très décevant quand ça arrive, un bris mécanique, mais il faut des fois l'accepter. C'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a fait une erreur, donc très malheureux. Mais présentement, belle bagarre en avant entre Jean-Sébastien Besnard puis Jeff Kirouac. Donc Jean-Sébastien Besnard qui tente l'intérieur ici. C'est intéressant pour Jean-Sébastien Besnard parce qu'il a connu vraiment là, un gros ennui lors du départ, mais voilà qu'il est en mesure de se rattraper au troisième tour derrière Jeff Kirouac. Pourtant, Kirouac qui lui aussi, avec les essais libres, les séances qualificatives, nous a habitués à être toujours en tête, mais Besnard, qui, je pense que tu avais eu l'occasion de le rencontrer dans les puits, te disait, moi, les départs, c'est pas ma priorité, ou en tout cas, c'est pas ma spécialité, mais en course, il est toujours en mesure de revenir. Oui, bien Jean-Sébastien m'expliquait que c'était difficile là, de trouver le bon... c'est très difficile pour les arbres de transmission sur l'asphalte d'essayer d'avoir un bon départ sans rien briser. Puis Jean-Sébastien disait qu'il fallait qu'il essaie d'améliorer ça. C'était pas évident pour lui, mais un coup lancé, comme tu le mentionnes, toujours très rapide. Alors donc, Jeff Kirouac qui domine. Il a réalisé, même si ce sont des épreuves demi-finales, les temps sont quand même importants lorsqu'on présente ce genre d'épreuve, Antoine. Réalise un temps de 56 secondes au troisième tour, 56 secondes 07. Besnard est en 56-45. Et Lausier qui, donc, connaît quand même un bon temps en 55-16. Alors, Simon Lausier dans la voiture numéro 2 qui réussit quand même à tourner avec de bons temps. Oui, mais Simon Lausier qui a eu un problème au premier tour. Là, on voit qu'il y a eu un très mauvais temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé, peut-être un tête à queue. Donc, ça l'a énormément retardé. Ça joue vraiment entre Jean-Sébastien Besnard et Jeff Kirouac. Jean-Sébastien Besnard qui est un pilote d'expérience, est un vétéran. Et puis, le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, il le connaît très bien. Oui, Jean-Sébastien qui a 6 participations ici au Grand Prix de Trois-Rivières, en série Honda Michelin à l'époque, puis aussi en Coupe Toyota Eco. Donc, c'est un gars qui connaît bien le circuit. Puis quand j'ai couru, moi, ici, dans les RX2 en 2014, c'est un bon ami à moi, Jean-Sébastien, puis c'était lui qui était mon spotter. Donc, j'avais un gars d'expérience. Ton homme de confiance. Oui, j'avais un gars d'expérience dans mes oreilles. Puis là, ben, il livre une belle bataille à Jeff Kirouac. Jeff Kirouac qui est quand même impressionnant malgré quelques erreurs au cours du week-end. Il roule très bien aujourd'hui.
Quelles sont les directives du spotter? Parce que ce sont pour le bien, évidemment, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent, à savoir, on les voit de temps à autre dans une tour ou sur le toit de la tour. Et quelles sont, entre autres, les consignes qu'ils vous transmettent? Bien, souvent, les spotters, c'est eux qui vont nous dire là, quel genre d'avance qu'on a sur le poursuivant, le pilote qui est derrière nous, ou à combien de secondes qu'on est du gars qu'on essaie de rattraper en avant. Puis c'est aussi au niveau de la stratégie du Joker Lap, OK? Souvent, c'est notre spotter qui va déterminer, OK, c'est le temps de prendre le Joker, tu as assez d'avance, tu vas être capable de ressortir avant. Donc, ça prend une personne de confiance, quelqu'un qui a un minimum d'expérience. Alors qu'on voit que Kerouac a décidé de prendre son tour au Joker là. Jean-Sébastien Besnard, naturellement, prend l'avance. Donc là, le but de Jean-Sébastien, c'est de pousser au maximum pour essayer de lui se construire une avance suffisante pour prendre son Joker et tenter de ressortir devant. Alors, Jean-Sébastien Besnard qui est dans le dernier tour. Alors, et a pu profiter de ce passage à l'extérieur de Jeff Kerouac parce qu'il n'avait pas, lui, emprunté. Voilà le drapeau à damier. Alors, Besnard, si je me souviens bien, même Antoine l'avait fait au premier tour. Alors, tu vois, la stratégie par rapport au fait qu'il était éloigné parce qu'il avait manqué son départ. Alors, avait choisi cette stratégie d'aller passer à l'extérieur. Et Kerouac, peut-être, à ce moment-là, pensait et croyait se donner une bonne avance, mais on voit qu'au dernier tour, c'est Besnard qui en a profité. Bien oui, tout à fait. Mon erreur. Donc, Jean-Sébastien qui avait fait le tour alternatif dès le début. Donc, très belle victoire pour lui. Lui qui avait remporté aussi une des manches qualificatives, la 3e, je crois. Donc, se retrouve dans une bonne position pour la finale. Alors, c'est Simon Lausier qui, donc, se retrouve en 3e position. Simon Lausier qui réussit à mettre un très bon temps de 54 secondes. Mais Jean-Sébastien Besnard qui se positionne bien pour la finale. On voit la deuxième vague, Antoine, déjà, qui est installée sur la grille. On voit des officiels qui sont mandatés par la FIA, qui sont debout devant les voitures. Et ça, ils ont un rôle important. Oui, tout à fait. Je veux dire, ces bénévoles-là sont là. C'est les gens de la FIA et du Grand Prix de Trois-Rivières qui doivent s'assurer que les voitures sont bien positionnées. Il y a un petit... vous voyez la petite tige devant le pare-choc de chacune des voitures. C'est de façon statique avant que les feux soient ouverts, sans qu'on est pénalisé pour le faux départ. Alors, il y en a un qui sera certainement surveillé dans cette deuxième vague, c'est Karel Carré, la voiture numéro 72. Karel Carré qui, vraiment, là, connaît du succès depuis le début du week-end et certainement pas ne fera pas exception à la règle dans cette deuxième vague de demi-finale. Non, tout à fait. Puis aussi Maxime Lausier qui a très bien performé lors des manches qualificatives précédentes. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve en pole position sur cette deuxième manche semi-finale. Donc, lui qui avait obtenu le deuxième plus grand total de points après les manches qualificatives. Donc, ça devrait se jouer entre lui et Karel Carré. Alors, ce qu'il faut surveiller, ce sont les lumières vertes. Ce ne sont pas, comme dirait notre ami et collègue Pierre Houd, ce ne sont pas et les rouges s'éteignent, mais ce sont plutôt les vertes qui s'allument ici sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, tout à fait. Puis dans le cas du rallycross, le temps de réaction pour le départ de chacune des courses est très important. On sait que lorsqu'on a un bon départ et qu'on se retrouve premier au premier virage, souvent, si on a une bonne course et on n'a pas de pépins, on peut s'en tirer avec la victoire. Donc, voyons voir qui sera en mesure d'obtenir le meilleur départ. La série CXE qui est combinée, c'est-à-dire on a des voitures puis on a également les véhicules côte à côte. Oui, tout à fait. Donc, après cette manche de semi-finale-là, on aura les côte à côte qui suivront. Alors, on va surveiller les lumières vertes. Voilà, elles s'allument. Et c'est donc un bon départ. Et tout de suite, tu en as parlé, le 555 de Maxime Lausier qui, lui, de l'intérieur, a réussi à venir chercher la position de tête devant le 72 de Karel Carré. Oui, donc très bon départ pour Maxime Lausier. Puis Karel Carré qui se retrouve deuxième. On verra ce que ça donnera tout au long de la course. On voit que Maxime Lausier, les pneus froids dès le départ. Premier gros freinage, deuxième gros freinage. Il faut faire attention un petit peu. Voyons voir ce que ça donnera dans la section de gravier. On voit que Karel est un petit peu plus rapide. Et agressif surtout. Et il a même très hâte, je pense, de pouvoir être en mesure de doubler Maxime Lausier. Alors, on va voir jusqu'à quel point les pneus se réchaufferont rapidement, si ça aura un impact sur, pour l'instant, l'avance que veut se donner Maxime Lausier. On peut voir également, on a des prises d'images qui nous permettent de voir jusqu'à quel point le travail des avant-bras, des mains,
sur le volant là, pour maintenir la voiture en piste. Oui, tout à fait. Puis les pneus sont des pneus qui sont des pneus spécialement conçus pour le rallycross. Mais ce n'est pas un pneu comme on utilise en rallye très performant sur le gravier. C'est des pneus qui fonctionnent bien sur l'asphalte. Mais lorsqu'on arrive dans la portion de gravier, c'est plus glissant. Donc, on voit beaucoup de travail des pilotes. Alors, on a Peter Robindane qui est dans cette division également, qui occupe la 3e position, et Éric Courchaine, la voiture numéro 5, qui ferme cette deuxième vague de 4 voitures. Ouais, Robindane qui utilise une voiture à traction, donc une 2 roues motrices, comparativement aux autres pilotes qui sont tous en 4 roues motrices. Donc, c'est ce qui explique un petit peu son retard. Ce qu'on vient de voir, Antoine, donc, Karel Carré, voiture numéro 72, qui, on voit cette espèce de L à l'envers qui est dessinée sur la piste. C'est ça qu'on appelle la zone Joker. Et Carré qui a pris la ligne extérieure parce qu'il y a un règlement pour les voitures lorsqu'on fait ce type de course. Exactement. Dans toute course de rallycross, on doit utiliser le tour alternatif au moins une fois. Puis là, peut-être que Karel avait l'impression qu'il était retardé un peu derrière Lausier. Donc, c'est une bonne stratégie. C'est là que notre spotter peut venir jouer un rôle. Donc, on lui a sûrement proposé. La décision revient toujours à la fin au pilote, mais on a peut-être proposé à Karel de prendre le tour alternatif tout de suite. Puis là, essayer d'aligner 1 ou 2 bons tours, puis tenter de ressortir devant Lausier lorsque ce dernier prendra le tour alternatif. La stratégie là-dedans, là, c'est à Lausier de prendre le plus de secondes possible pour être en mesure de ressortir en tête, parce que lui, il ne l'a pas fait son tour optionnel. Oui, tout à fait. Quand on est devant, le but, là, c'est de rouler en avant. On a la piste claire devant nous. C'est d'aligner les meilleurs tours, puis essayer de se forger une avance suffisante pour pouvoir prendre le tour alternatif et ressortir devant. Donc, voyons voir si Lausier pourra faire ça. Mais Karel Carré, hein? Karel semble se rapprocher malgré le fait qu'il ait déjà pris son tour alternatif. Donc, ça va être chaud à la fin. Alors, Maxime Lausier qui va compléter son 3e tour. Alors, va rester encore les tours 4, 5 et 6. Et à quel moment va-t-il choisir d'entrer dans son tour optionnel? Ce sera surveillé, mais Karel Carré, voiture 72, n'a pas ce fameux, on parle toujours d'un délai de quoi? 3 secondes, point 2, 3 secondes, point 3. Et ce n'est pas cette avance-là qu'il se donne pour l'instant. Non, Karel qui est seulement à 1,7 secondes actuellement. Puis ça, c'était au dernier tour. Puis il semble se rapprocher encore. Donc, très bon pilotage de la part de Karel Carré, mais Maxime Lausier qui fait une très belle course aussi. Donc, belle bagarre entre ces 2 pilotes québécois qui sont des pilotes qui participent au championnat CXE, plusieurs manches au Québec. Donc, 2 bons jeunes pilotes québécois. Alors, Maxime Lausier qui est dans le 4e tour, est-ce que c'est à ce moment-ci qu'il va choisir de passer dans la zone extérieure du Joker ou va-t-il encore attendre au dernier tour? Parce que plusieurs pilotes, normalement, lorsqu'ils sont en tête, attendent de passer au dernier tour. Oui, mais là, dans un cas comme ça où il ne réussit pas à se bâtir une avance, la stratégie peut changer. On peut décider de prendre le tour alternatif plus tôt. Et là, malheureusement, il semble que... Carré a des problèmes, hein? Carré semble avoir pris du retard, donc peut-être un pépin mécanique pour lui aussi sur la 2e voiture du Test Racing. Espérons que c'est rien de grave. Alors, il semble que Karel Carré, voiture numéro 72, ait des ennuis mécaniques et c'est ce qui fait que Maxime Lausier vient de se donner une avance considérable. Mais là, voilà, Carré semble être reparti, mais ça a été suffisant et probablement quel soupir de soulagement pour Maxime Lausier qui, au dernier tour, pourra aller passer à l'extérieur. Oui, tout à fait. Donc là, ça donne le coussin nécessaire. Là, on parle de 10 secondes maintenant pour Lausier. Donc, ça ne sera pas un problème pour lui de prendre le tour alternatif et de ressortir en tête. Pour ce qui est de Carré, peut-être juste manquer un changement de vitesse ou quelque chose comme ça. Il semble être reparti. Donc, à suivre. Lorsqu'on a la chance qui nous sourit, lorsqu'on c'est le cas de dire, sans faire de mauvais jeu de mots, lorsque tout baigne dans l'huile, bien, ça fonctionne et c'est le cas pour Maxime Lausier. Donc Maxime Lausier qui prend son tour alternatif actuellement. On voit le maniement des mains sur le volant et jusqu'à quel point il y a quand même une certaine difficulté à certains virages sur le circuit. Oui, mais la portion de gravier, comme je mentionnais, là, avec ces pneumatiques-là qui sont plus des pneumatiques typés asphalte. Donc, ça glisse beaucoup, puis ça demande un petit peu plus de travail dans la section de gravier. Mais très bien fait de la part de Maxime Lausier. Oh, ça a été chaud un peu dans les derniers virages. Un peu plus difficile, mais quand même, bon contrôle. Et voilà, Maxime Lausier dans cette demi-finale qui passe sous le drapeau à damier et vient chercher la victoire dans cette autre demi-finale.
devant Karel Carré, voiture numéro 72, qui livrait une bonne lutte jusqu'à ce qu'il connaisse des ennuis. Est-ce que donc ça a été un mauvais changement de vitesse ou un ennui mécanique? Et celui qui termine en troisième, c'est la voiture numéro 18 de Peter Robinday. Donc, en finale, on retrouvera Lausier et Bessner côte à côte sur la première ligne. Ça devrait être très intéressant comme dernière course. Voilà Éric Courchaine, la voiture numéro 5 également qui complète cette épreuve de 6 tours. Est-ce que Oliver Solberg, on va espérer qu'il n'y a rien de majeur comme bris mécanique et qu'il sera en mesure, lui, de reprendre le départ pour la finale parce que c'est tellement un jeune homme qui nous a impressionnés depuis le début du week-end qu'on souhaite qu'on puisse être en mesure de réparer la voiture. Mais je suis convaincu que le paternel, Peter Solberg, va voir à ce que cette voiture ne soit réparée à temps. Définitivement. Peter qui doit être nerveux pour son fils. Lui qui a connu un très bon week-end. Peter avec la deuxième place un petit peu plus tôt aujourd'hui en Supercars. Donc, espérons qu'on pourra réparer du côté d'Oliver. On en parlait tantôt, pendant tout juste avant que l'on puisse transférer à l'autre division. Alors, Maxime Lausier, 5,51, c'est son cumulatif depuis le début de la fin de semaine. Jean-Sébastien Bessner, 5,53 et Karel Carré à 5,56. À 5,56, 6, pardon. Et Jeff Kerouac et Simon Lausier qui viennent compléter le top 5 dans la série CXE du côté des voitures. Alors, on voyait il y a quelques instants les véhicules côte à côte parce qu'on en parlait un peu plus tôt. Il y a deux divisions et les voitures, les véhicules côte à côte qui vraiment nous donnent un excellent spectacle sur cette piste. Oui, tout à fait. Puis lors de cette première demi-finale-là, avec les voitures côte à côte, on aura Andrew Ranger, Simon Dubé, Bertrand Lambert et Matt Miron qui seront là, si je ne me trompe pas. Donc, ça devrait faire une excellente course aussi. Alors, ils sont installés, les pilotes, sur la grille de départ. Antoine, on va voir le signaleur à l'arrière avec son drapeau qui indique au préposé au départ qu'il peut allumer les lumières quand bon lui semble. Alors voilà, les vertes sont allumées et c'est justement Andrew Ranger qui est le côte-à-côte numéro 1 qui littéralement s'envole dès le départ. Oui, très bon départ pour Andrew Ranger là, qui a une journée parfaite aujourd'hui. Un autre excellent départ pour lui. Puis à chaque fois qu'il s'est retrouvé en tête comme ça, il a réussi à faire des sans fautes. Donc, espérons pour lui qu'il y aura une bonne course encore. Un pilote avec énormément d'expérience ici sur le circuit de Trois-Rivières. Puis Simon Dubé, qui performe très bien avec une machine un petit peu plus vieille que les nouvelles machines comme celle d'Andrew Ranger. Mais Simon, qui est un excellent pilote, qui a gagné plusieurs des manches dans le championnat CXA cette année dans son côte-à-côte. Et puis Simon, qui est très rapide dans la portion de gravier, mais perd un peu de temps dans la portion asphalte, étant donné que sa machine est peut-être un petit peu moins puissante. Donc, espérons qu'il pourra quand même livrer une bonne lutte à Andrew Ranger. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut montrer à Andrew Ranger sur le circuit de Trois-Rivières parce qu'il le connaît, j'irais même jusqu'à dire les yeux fermés. Oui, puis Andrew a couru aussi en rallycross ici avec les voitures de RX2 l'an passé, puis l'année précédente, je crois que c'est 2 années de suite. Donc, non seulement il connaît le circuit de Trois-Rivières dans sa configuration traditionnelle, il le connaît bien aussi dans la configuration de rallycross. Et puis, c'est un excellent pilote, un pilote très versatile, complet, puis il nous le démontre encore en fin de semaine. Regardez la distance qu'il est en train de se forger entre lui et la deuxième position qui appartient justement à Simon Dubé, le numéro 78. Alors, il sera facile pour Ranger, si tout va bien, dans cette épreuve demi-finale, pour lui de passer à l'extérieur dans son tour optionnel. Et c'est le but, de toute façon, de se donner une bonne priorité au-dessus de 3 secondes, point 2, 3 secondes, point 3, pour être en mesure de ressortir en tête. Oui, tout à fait. Donc, dans cette demi-finale-là, on veut bien faire, on veut bien se positionner pour la finale, puis aussi essayer de ramener la voiture sans bris, parce que très peu de temps pour réparer si jamais on a un bris. Donc, on voit qu'Andrew, probablement, quand il verra qu'il y a une bonne avance, il pourra lever le pied un peu, bien gérer son avance pour essayer de remporter la victoire. Puis, je suis certain que Simon, derrière, lui, pousse à fond avec la machine qu'il a. C'est toujours bon d'essayer d'appliquer un peu de pression au meneur. Je ne sais pas si son spotter lui a dit de passer à l'extérieur, et c'est ce qu'il fait en ce moment, parce qu'il a jeté un regard dans son miroir. Est-ce qu'à ce moment-là, on lui a dit « OK, c'est beau, tu peux faire ton tour optionnel », puis c'est du même coup qu'il a jeté un regard? Probablement, oui, dans un cas comme ça, où il s'est forgé déjà une très bonne avance après 2 tours. Aussitôt qu'on peut
quand on voit que l'avance est suffisante et qu'on peut prendre le tour alternatif en étant confiant de ressortir avant, c'est toujours mieux de le faire tôt dans la course. C'est en dehors de nos jambes, si on veut. Puis après ça, il reste juste à se concentrer, à aligner des bons tours jusqu'à la fin de l'épreuve. Lorsque le spotter dit « OK, c'est le moment de passer à l'extérieur » et tu nous mentionnais que c'est quand même le pilote qui peut décider de sa propre stratégie. Est-ce que ça peut causer des frictions? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des froids? Non, je pense pas. C'est sûr que des gars qui ont beaucoup d'expérience et qui travaillent ensemble depuis longtemps, là, je suis certain qu'Andrew travaille peut-être même avec un gars avec qui il travaille dans la série NASCAR. Donc, je pense que quand les gars se connaissent bien, ils se font confiance. Mais oui, ça peut arriver des fois que le spotter voit quelque chose que le pilote ne voit pas. Puis là, il faut que tu décides d'écouter ton spotter. Puis si ça ne marche pas, tu t'ajustes pour les prochaines épreuves. Mais en général, je pense que c'est bien rare. On est des grands garçons puis personne ne se chicane. Andrew Ranger qui nous présente un temps de 55 secondes 08 lors du deuxième tour. On comprendra que le 58 secondes au troisième tour, c'est parce que justement, il a décidé son tour optionnel. Et là, va compléter son quatrième tour de 6. Andrew Ranger qui, pour l'instant, n'est pas, mais pas du tout menacé en tête. Tourne en 56 secondes 45. Et effectivement, il a vraiment là, un véhicule flambant neuf, on peut le voir, hein, il y a vraiment, mais c'est un véhicule intact qu'on lui a fourni pour le week-end. Et c'est pour ça que c'est le cas de dire ça va extrêmement bien pour lui. Oui, ça va très bien, pas de bris mécanique. Puis les nouvelles voitures de Can-Am, les nouveaux side-by-side de Can-Am qui sont très performants. Puis on l'a vu jeter un petit coup d'œil dans son rétroviseur encore une fois dans la longue ligne droite. Donc on voit qu'il est confortable, puis il peut même se rendre compte lui-même de l'avance qu'il a. Je suis certain qu'on lui dit quand même dans ses écouteurs les écarts qui se creusent, mais c'est toujours bon c'est toujours plaisant quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur puis que notre poursuivant est très loin. Bonne prestation pour Simon Dubé, la voiture, Simon Dubé, le véhicule numéro 78. Toujours porté à décrire des courses d'auto qu'on parle de la voiture numéro 78, mais dans le fond, c'est le véhicule côte à côte numéro 78 de Simon Dubé. Et Bertrand Lambert, le numéro 88, qui se positionne troisième. Oui, Bertrand Lambert qui avait eu une très bonne manche qualificative un petit peu plus tôt. Oh, et là, malheureusement, on voit que Simon Dubé semble avoir un problème. Donc, abandon pour Simon Dubé. Donc, ça fera en sorte que Bertrand Lambert se retrouvera deuxième. Très dommage pour Simon. C'est pour ça que même un pilote qui est en tête, qui peut avoir un tour d'avance, ou peu importe l'avance qu'il se forge lors d'une épreuve, la mécanique, ça ne pardonne pas et donc ça peut permettre à quelqu'un de revenir dans la course. Oui, tout à fait. C'est jamais fini. Tant que c'est fini, je veux dire, tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier, tout peut arriver. Donc, dans le cas d'Andrew Ranger, souvent quand on mène une course comme ça, là, on ralentit un peu, on entend toutes sortes de petits bruits, on espère que la machine va tenir. Malheureusement, ça n'a pas tenu dans le cas de Simon Dubé. Andrew Ranger, qui est un habitué du drapeau à damier sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Voilà, il complète cette épreuve demi-finale avec un dernier chrono de 57,04. Bertrand Lambert, dans son côte-à-côte numéro 88, va prendre la deuxième position. Et avec tout ça, c'est Matt Miron, avec la panne dont est victime Simon Dubé. C'est Matt Miron dans le véhicule numéro 27 qui va terminer troisième. Oui, donc un autre sans faute pour Andrew Ranger. Très bonne journée pour lui aujourd'hui. Donc, il sera définitivement l'homme à battre en finale un petit peu plus tard. Alors, voilà qui complète cette épreuve de demi-finale du côté autant des voitures CXE que les véhicules côte à côte. Alors, voilà Matt Miron, le véhicule numéro 27, qui complète ces 6 tours de cette demi-finale du côté des côtes à côte. Et on aura une deuxième vague qui va se présenter dans quelques instants. Deuxième vague, Antoine, où on va retrouver Marc-Antoine Camiran, qui en est un autre qui connaît le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières et qui est un habitué du drapeau à damier. Oui, tout à fait. Marc-Antoine Camiran, un pilote extrêmement polyvalent aussi. Puis Marc-Antoine qui s'est inscrit cette année dans le championnat CXE, qui a fait plusieurs événements de rallye dans les voitures côte à côte. Donc, sera à surveiller alors qu'on voit les résultats de la dernière demi-finale avec Andrew Ranger, Bertrand Lambert, Matt Miron et Simon Dubé, qui malheureusement doit abandonner. Alors déjà, les véhicules de la deuxième vague sont installés avec celui qui est à l'intérieur, on le voit très bien. C'est le véhicule numéro 22 de Marc-Antoine Camiran. Celui qui est au centre à l'arrière, c'est le véhicule numéro 82 de Niklas Hamilton.
Nicholas Hamilton, qui est le frère de Lewis Hamilton, pilote de Formule 1. Et finalement, le dernier véhicule à être présent pour cette demi-finale, est-ce que c'est le 300? C'est le 66 de Marc Brisebois, voilà. Tout à fait. Donc, Marc-Antoine Camiran qui sera surveillé dans cette épreuve-là. On a vu un petit peu plus tôt dans les manches qualificatives des problèmes à certains moments au niveau des départs pour Marc-Antoine Camiran. Mais une fois lancé, il était capable d'aligner des tours très rapides. Donc, voyons voir comment ça se passera pour lui dans cette demi-finale-là. Alors, on est installé donc sur la grille, mais il faut dire que probablement on est là à remorquer le véhicule côte à côte de Simon Dubé qui est resté en panne sur la piste. Alors, c'est probablement ce qui va causer là, le délai sur la piste pour le prochain départ. On va s'arrêter pour une pause, Antoine, et dans quelques instants, on aura le départ de cette deuxième vague demi-finale du côté des véhicules côte à côte sur le circuit de Trois-Rivières, alors qu'on y présente la 48e édition. Alors, nous sommes de retour, Antoine, donc pour présenter cette deuxième vague de la série demi-finale chez les véhicules côte à côte. Alors, certainement que Marc-Antoine Camiran voudrait bien retrouver Andrew Ranger sur la première ligne lorsqu'on va présenter la grande finale. Oui, puis je pense que tout le monde aimerait voir ça. Donc, espérons qu'on aura une belle course puis que tout se passera bien pour Marc-Antoine Camiran. Les officiels de la FIA entendent le signal. Ça leur indique de se retirer. Surveillons les lumières vertes. Bon départ pour Marc Brisebois, encore une fois à l'extérieur, devant Marc-Antoine Camiran. Oui, Brisebois qui a connu de très bons départs aussi dans les manches qualificatives. Marc-Antoine Camiran qui se rapproche au premier freinage pour le virage 1. Camiran qui réussit à faire l'intérieur. Donc, Marc-Antoine Camiran en tête. Marc-Antoine Camiran qui, par l'intérieur et avec la vitesse, a réussi à rejoindre Marc Brisebois avant le virage numéro 1. Oui, donc très bon départ pour Marc-Antoine Camiran qui avait connu un peu de difficulté là, dans les premiers tours, dans les manches qualificatives. Donc, peut peut-être se retrouver dans une situation un peu comme celle d'Andrew Ranger. Puis, en tête, devra aligner les meilleurs tours possibles tout en préservant sa machine pour la finale. Les informations qu'on a eues concernant le pilote Nicholas Hamilton, Antoine, moi, ça m'a complètement jeté à terre, ça me fascine. Nicholas Hamilton qui souffre de paralysie et le seul moyen qu'il peut lui permettre de conduire son bolide côte à côte, c'est strictement avec ses mains et dont toutes les manœuvres se retrouvent au volant. Oui, donc on a adapté la machine spécialement pour lui, donc tout se fait au volant, donc ça demande énormément de dextérité, beaucoup de courage, puis beaucoup de persévérance. Puis ce jeune homme-là développe d'autres habiletés en sachant qu'il ne peut pas utiliser les mêmes commandes que les autres au niveau des pieds. Marc-Antoine Camiran, au premier tour, évidemment, le temps de référence a fait une 0,692, mais il a réussi à considérablement prendre une bonne avance sur Marc Brisebois, qui avait choisi le tour optionnel au premier tour pour le faire au deuxième tour et, disons-le, se débarrasser de cette option. Exactement. Un petit peu un copier-coller de ce qu'on a vu dans l'autre manche, dans l'autre demi-finale avec Andrew. Donc, on s'en débarrasse tôt dans la course. Puis là, maintenant, il s'agit là de rester concentré, aligner les tours, rouler suffisamment rapidement pour rester en tête sans trop prendre de risques pour risquer de taper un mur. Puis on ne veut pas briser la machine non plus. Donc, tout se passe bien pour Marc-Antoine jusqu'à l'instant. Au tour numéro 2, Marc-Antoine Camiran a inscrit un temps de 58,97. Marc Brisebois dans le véhicule numéro 66 en 59,12. Nicholas Hamilton qui roule en troisième position. Mais évidemment que là, Marc-Antoine Camiran veut s'assurer probablement aussi du même coup du meilleur trajet à prendre parce qu'il sait qu'il en aura plein les bras contre Andrew Ranger dans la finale. Oui, et là, Marc-Antoine qui a l'air à beaucoup s'amuser, de belles grandes glisses. Donc, je suis certain qu'il y a un gros sourire derrière la visière. Alors, Marc-Antoine Camiran, un habitué du circuit de Trois-Rivières, malgré que pour le week-end rallycross, dans peu importe la division, c'est un circuit qui est complètement modifié. Oui, puis Marc-Antoine avait peut-être moins l'expérience qu'Andrew avait. Je ne crois pas, à moins que je me trompe, qu'il avait participé aux épreuves de rallycross depuis 2014. Donc,
connaît très bien le circuit de Trois-Rivières dans sa configuration normale, mais c'est une première année pour lui au niveau du circuit de rallycross, si on veut. Donc, je suis certain là, que rendu à la finale, il aura bien assimilé toutes les petites subtilités du circuit. Il semble très bien fonctionner actuellement puis prendre beaucoup de plaisir. Il semble très à l'aise avec son côte à côte. Alors, Marc-Antoine Camiran qui nous fait une démonstration de son savoir-faire, une démonstration de pilotage de son savoir-faire, même à bord d'un véhicule côte à côte, parce que Marc-Antoine Camiran, évidemment, souvent et à plusieurs reprises, on le voit à bord d'une voiture stock car, mais là, avec un véhicule côte à côte, en plein contrôle, maîtrise très bien et continue d'accentuer son avance sur le véhicule 66 de Marc Brisebois. Oui, tout à fait. Ça sera le cas en fin de semaine prochaine. On le verra dans une voiture NASCAR. Donc, devra se réapproprier ce style de pilotage-là, très différent de ce qu'on voit actuellement. Alors, comme tu as si bien décrit, il va de quelques dérapages ou à tout le moins de bonnes glisses pour savoir jusqu'à quel point peut-être même son côte-à-côte a une bonne adhérence au circuit. Oui, puis je pense qu'aussi c'est une question de s'amuser un peu. Là, puis je pense que Marc-Antoine aime beaucoup piloter en travers. Puis je veux dire, il a fait des rallyes cette année dans le championnat CXA. Il a pris beaucoup de plaisir. Puis là, il nous démontre qu'il est un excellent pilote, encore une fois, très versatile. Dans la longue ligne droite, la portion asphaltée où les pilotes peuvent se permettre de prendre beaucoup de vitesse, gagner des secondes supplémentaires. Et quand on a en plus une surface très sèche, bien, c'est sûr que les pneus se réchauffent et on peut prendre justement cette avance-là ou se forger quelques secondes supplémentaires. Oui, tout à fait. Là, les pneus sont bien réchauffés, ça colle comme on dit. Il y a de plus en plus de caoutchouc déposé sur la piste là, tout au long de la journée avec les différentes séries. Donc, la piste est à son meilleur actuellement. Peut-être dans la section gravier, ça devient un petit peu plus chaotique à certains endroits, des ornières qui se sont formées, mais rien qui peut ralentir ces véhicules côte à côte. Ça a donné un temps de 54 secondes 89 au 5e passage, et ça, c'est 6 secondes d'avance sur Marc Brisebois actuellement pour le dernier tour. Oui, puis Marc-Antoine qui tourne comme une horloge, là, 54-9, 54-7, 54-8, donc très constant dans ses tours. Ça, c'est très important lorsqu'on se présentera en finale. Voilà le véhicule numéro 22, celui de Marc-Antoine Camiran qui passe sous le drapeau quadrillé et avec un dernier tour de 55-69 au 6e. Alors, devance le véhicule 66 de Marc Brisebois et le numéro 82 de Nicholas Hamilton. Alors, Marc-Antoine Camiran, son but est atteint. Partir aux côtés d'Andrew Ranger. J'ai l'impression que ces deux-là vont essayer d'en mettre plein la vue pour la grande finale. Alors qu'on revoit le départ, Brisebois qui avait eu un excellent départ, comme on avait vu plus tôt dans les manches qualificatives aussi. Donc, on regarde, il a tenté peut-être la stratégie d'aller fermer la porte à Marc-Antoine Camiran, mais avec un véhicule côte à côte, c'est pas là, tu peux pas te permettre d'aller cogner un autre véhicule comme tu peux le faire avec ta voiture. Non, avec les roues ouvertes comme ça, là, ça peut créer de gros dommages. Puis heureusement, Marc-Antoine a réussi à se tasser un petit peu, puis c'est lui qui a eu l'avantage au premier virage. Bon, alors Brisebois qui avait opté, lui, pour le virage extérieur au premier tour, mais avec cette décision-là, Marc-Antoine Camiran avait réussi à accentuer son avance dès le départ. Tout à fait, puis il a réussi à faire son tour alternatif tout de suite après, puis rester en tête. Alors voilà Marc-Antoine Camiran après le tour numéro 6 où on lui a agité le drapeau à damier. On s'arrête pour la pause en vous rappelant que vous regardez le 48e Grand Prix de Trois-Rivières.